et bienvenue au Sénat, j'allais dire à l'Assemblée nationale, mais là je suis de l'autre côté. Bonjour et bienvenue au Sénat. Merci à tous et toutes d'être présents et présentes cet après-midi. Merci à nos intervenants et intervenantes. Merci à ma collègue parlementaire Raymonde Poncet-Monge d'avoir permis que nous organisions ensemble ce colloque cet après-midi sur la problématique de la dématérialisation des services publics, le désengagement de l'État et la précarisation des usagers et des usagères que cette politique entraîne. C'est un sujet sur lequel j'ai travaillé au cours des dernières années, depuis plusieurs sessions parlementaires, sur lequel nous sommes parvenus à l'Assemblée nationale à avancer de manière transpartisane. Et un des objectifs de ce colloque qui a lieu au Sénat est qu'au Sénat également, les propositions qui ont trouvé une majorité à l'Assemblée nationale puissent également trouver cette majorité au Sénat. Le plus tôt serait le mieux. Et donc, c'est dans le cadre de cette campagne qui est à la fois parlementaire et citoyenne, engagée depuis longtemps par beaucoup d'acteurs et actrices qu'on va entendre par ailleurs cet après-midi, que ce colloque a lieu cet après-midi. C'est aussi un hasard du calendrier, j'allais dire, que nous organisions ce colloque en octobre et début octobre, la même semaine que la publication d'un rapport de Médecins du Monde qui revient précisément sur le sujet qui nous occupe, puisqu'il montre comment la dématérialisation opère comme un obstacle à l'accès aux soins. C'est un rapport que je vous invite à lire. J'imagine que beaucoup d'entre vous y ont déjà eu accès, mais si ce n'est pas le cas, parce que c'est précisément tout ce que l'on va dire et redire aujourd'hui, illustré par des situations concrètes que ce rapport rappelle sur, par exemple, la fermeture des structures d'accueil, le nombre des lieux physiques d'accueil qui a diminué de 60% entre 2014 et 2022 dans les caisses primaires d'assurance maladie, sur les difficultés d'accès et ou de maîtrise aux accès numériques. Plus d'une personne sur 5 qui déclare ne pas disposer d'un accès régulier aux outils numériques, que ce soit les ordinateurs, les smartphones ou les tablettes, ou même d'une connexion Internet. Plus d'une personne sur 2 qui déclare rencontrer régulièrement des difficultés pour effectuer des démarches à distance. Je rappelle que ce rapport se base sur des enquêtes de terrain et sur notamment l'accueil qui est fait dans les structures de Médecins du Monde. Du coup, ces chiffres, ils reflètent la réalité concrète des personnes qui sont en difficulté d'accès à leurs droits. Et ce sont 44% des personnes interrogées qui déclarent ainsi avoir renoncé au moins une fois au cours des 12 derniers mois à une démarche administrative à distance. Ces témoignages, ces chiffres, c'est l'expression d'une réalité auquel les associations comme Médecins du Monde sont confrontées. On va les entendre. Pour ma part, c'est à l'initiative justement d'associations de l'arrondissement dont je suis la députée, dans le 18e arrondissement de Paris, que j'ai été interpellée et que je me suis intéressée plus avant à cette problématique. Il s'agissait pour le 18e d'associations d'accompagnement des personnes seniors et notamment étrangères et qui ont été confrontées à la fermeture des accueils de la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui a fermé tous ses guichets d'accueil physique en Île-de-France. Et les associations se sont retrouvées débordées par les usagers et usagères qui se sont retournés vers elles pour avoir un accompagnement dans leurs démarches administratives. C'est précisément à partir de cette mobilisation des associations qui se sont regroupées dans un collectif Retraite Île-de-France et qui ont produit des tribunes, que nous avons commencé ce travail avec mon équipe et où nous nous sommes appuyés
notamment des travaux que fait régulièrement désormais la Défenseure des droits sur précisément le sujet de l'impact de la dématérialisation. Je rappelle aussi que de manière générale, les rapports annuels de la Défenseure des droits montrent comment près de 70% des réclamations reçues concernent les relations avec les services publics. Et dans ces relations avec les services publics, la problématique de la dégradation de l'accès aux droits à cause de la dématérialisation tous azimuts est parmi les premières qui sont portées dans le processus de cette institution. Il se trouve aussi, en plus du dernier rapport de Médecins du Monde, qu'il y a quelques semaines, en septembre, c'est le Sénat qui a eu l'occasion de s'exprimer sur ces sujets, puisqu'un rapport des parlementaires de Vinas et Avéténa rendu public le 16 septembre dernier, alerte sur le grand nombre d'usagers et d'usagères laissés de côté par la dématérialisation. Ils font état notamment, je cite, d'une déshumanisation des services publics et s'inquiètent d'une forme de précarité relationnelle pour les usagers et les usagères, notamment les personnes les plus défavorisées, qui ont besoin d'un contact humain via un guichet ou une ligne téléphonique. Deux éléments de conclusion de ce rapport sénatorial nous intéressent particulièrement. Le fait que les pouvoirs publics doivent garantir à l'usager et à l'usagère le choix du canal par lequel les personnes souhaitent entrer en relation avec l'administration. Et tout en saluant le fait que des maisons France Service permettent de remettre de l'humain dans la relation administrative, il s'agit, c'est noté dans ce rapport, d'une forme de concrétisation en vérité de l'abandon des territoires par l'État, qui en outre pèse sur les finances des collectivités territoriales. Et ce rapport sénatorial fait un certain nombre de recommandations qui vont précisément dans le sens de ce que nous avons porté à l'Assemblée nationale autour de la réouverture des accueils physiques comme perspective. C'est donc en s'appuyant, en se basant sur tous ces travaux qui reflètent l'expérience concrète et beaucoup d'expériences concrètes qu'on va pouvoir entendre cet après-midi, que des propositions, celles de la réouverture des accueils physiques dans les services publics, mais nous aurons l'occasion, je pense, cet après-midi, d'entendre d'autres demandes, d'autres nécessités pour améliorer l'accès au droit et à travers cela aussi le service public dans son ensemble, parce que c'est aussi une dimension importante à avoir, non pas seulement les usagers et les usagères, mais également les fonctionnaires et les agents de service public, d'une certaine manière, d'un côté et de l'autre du guichet, il y a des problématiques qui nécessitent d'apporter des réponses urgentes. J'ai en plus du plaisir d'introduire et d'accueillir ce colloque, celui de pouvoir animer la première table ronde de cet après-midi que nous avons intitulée et centrée autour du recul de l'accès aux droits pour les usagers et précisément la perte de sens pour les agents et les agentes que cette dématérialisation induit. Nous aurons un débat en deux parties. En première partie, nous souhaitions revenir sur ce recul de l'accès aux droits avec deux intervenants et intervenantes que je remercie à nouveau d'être présents et présentes avec nous. Delphine Rouillot, qui est la présidente du collectif Alerte, qui est un cadre interassociatif de réflexion et de plaidoyer sur la pauvreté et l'exclusion. Et nous reviendrons, je pense, ensemble sur la problématique de l'éloignement des usagers et usagères et de leurs droits. Et puis, en première partie, avec vous, Thomas Macaluso, membre du collectif Nos services publics, qui reviendra, je pense, notamment sur l'agenda néolibéral du New Public Management, dans lequel s'inscrit la politique qui conduit à cette dégradation de l'accès aux services publics. Dans une deuxième partie, nous aurons le plaisir d'entendre Christophe Delecourt,
secrétaire général de l'UFCE-CGT, et Tariq Touaria, président de la Fédération des centres sociaux de France, avec lesquels nous aborderons la problématique qu'entraîne la dématérialisation autour de la perte de sens notamment et la surcharge de travail. Sans plus tarder, je vous propose donc de commencer. Peut-être Delphine, si vous voulez bien. Parfait. Bonjour à tous, vous m'entendez ? Bonjour, merci beaucoup Madame la députée, Madame la sénatrice pour cette invitation qui effectivement est une invitation à réfléchir ensemble à comment travailler et comment plaider et comment porter aujourd'hui un discours alternatif sur ce qu'on constate tous, c'est-à-dire la dégradation des services publics et l'impact de cette dégradation sur la vie quotidienne de millions de Français. Je pense qu'on risque d'enfoncer beaucoup de portes ouvertes aujourd'hui. Je vous le dis vraiment, et que quelque part, il y a dans cet exercice-là une forme de nécessité un peu collective de trouver des revendications et des propositions, des solutions pour en sortir. Ce que je vous propose, moi, c'est donc effectivement le collectif Alerte que j'ai le plaisir de présider. C'est 37 associations qui sont engagées contre la pauvreté, dans la lutte contre la pauvreté. Il y a des très grosses structures, des toutes petites qui sont plus spécialisées. Et ce qu'on essaye de faire au quotidien, c'est effectivement de relater un peu la vie des gens que nos associations accompagnent au quotidien. Et c'est ça que je vais essayer de faire avec vous, c'est de vous décrire comment ce recul des services publics, il impacte la vie quotidienne des gens, et comment est-ce que, dans un contexte de forte dégradation de la situation de pauvreté de beaucoup de personnes, on est face à une urgence sociale qu'il convient quand même de prendre à bras le corps. Donc je vais commencer par des chiffres un peu évidents. C'est des chiffres sur la situation de la pauvreté en France aujourd'hui. Je pense que beaucoup d'entre vous auront été sensibles à la publication l'été dernier, cet été, des statistiques de l'INSEE qui montrent qu'on a atteint un niveau de pauvreté inégalé dans notre pays. Près de 10 millions de pauvres, donc de gens qui vivent en dessous du seuil statistique de pauvreté. Près de 12 millions si on rajoute l'outre-mer et les personnes qui n'ont pas d'habitat, de logement stable. Un taux de pauvreté à plus de 15%, un taux d'inégalité jamais atteint, et pour certains publics, des chiffres absolument dramatiques. Une famille monoparentale sur 3 qui vit sous le seuil de pauvreté, 22% des enfants, des travailleurs pauvres en nombre extrêmement croissant et encore très élevé, des retraités pauvres aussi en nombre croissant. Donc on est dans une situation dramatique, et bien évidemment que la question de la capacité des services publics à apporter à ces personnes des solutions doit absolument faire partie de la solution. Peut-être que je commencerai par vous dire que poser la question de comment on lutte contre la pauvreté, c'est poser la question de quels sont les droits des personnes pauvres. Et que c'est comme ça qu'il faut aborder le sujet, et que c'est comme ça qu'en réalité, on va vite se rendre compte que le sujet des services publics est central. Le droit des personnes pauvres, il est posé par le contrat social qui fait qu'on fait République aujourd'hui. Il est posé par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Pardon de le dire comme ça, mais quand on lit l'article 1er de la DDHC, tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. On pose la question de la capacité de chaque personne à bénéficier des mêmes droits. Et puis après, on lit le préambule de la Constitution de 46, et puis on se rend compte que ces droits, ils sont aussi des droits sociaux. Et donc se poser la question de la bonne manière, se demander pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à cette situation dramatique en termes de pauvreté, alors que le socle de notre contrat social, ça devrait être que, en réalité, la société française offre à chacun les moyens de sa subsistance. C'est bien montrer qu'il y a eu une dégradation philosophique majeure dans la manière dont on appréhende en réalité les droits des personnes. Et ce que ça dit, pour en revenir à des choses un peu plus contemporaines, ce que ça illustre, ce décalage, on va dire, entre la philosophie qui devrait être, qui est celle de notre sécurité sociale, qui est celle de notre pacte social, et ce que vivent les gens aujourd'hui, c'est qu'il y a un renversement complet de philosophie auquel on assiste, et qu'aujourd'hui, on réfléchit plus en termes de devoirs qu'en termes de droits pour les personnes, et qu'aujourd'hui, avoir des droits, notamment pour les personnes pauvres, c'est d'abord devoir respecter des devoirs. Je pense évidemment, en vous disant ça, à la question assez fondamentale des allocataires du RSA. Je pense que beaucoup d'entre vous ont été sensibles au fait que la dernière réforme, notamment de la loi plein emploi, a conduit les allocataires du RSA à devoir
toujours plus, encore plus, faire la preuve de leur bénévolence, du fait qu'ils travaillent, qu'ils essayent de travailler, qu'ils cherchent à tout prix, qu'ils vont donner 15 heures par semaine de temps bénévole, et que quelque part, en fait, on fait des personnes pauvres dans notre pays des coupables de leur propre situation. C'est une réalité philosophique qui va avec cette espèce de représentation du pauvre en France aujourd'hui comme étant celui qui ne cherche pas à travailler. C'est tout ce qu'il y a derrière l'idée qu'il suffirait de traverser la rue pour travailler, pour trouver du travail. C'est-à-dire cette espèce de sentiment qu'en réalité, le meilleur moyen de lutter contre la pauvreté, c'est de renvoyer les gens au travail. Ce que dit l'INSEE pourtant, enfin ce que montrent les statistiques de l'INSEE pourtant, c'est que la lutte contre le chômage ne se traduit pas par une amélioration du taux de pauvreté, tout simplement parce qu'en fait, on crée en France aujourd'hui trop de travailleurs pauvres, et que derrière la question du retour à l'emploi, qui par ailleurs est une bonne chose et une nécessité, hein, c'est pas pour dire qu'il faut pas aider les gens à retrouver du travail, mais c'est qu'il y a des causes systémiques dans la lutte contre la pauvreté qui sont d'une autre nature. Bon, je reviens pas là-dessus, c'est pas l'objet de notre échange, mais c'est simplement pour vous dire, voilà, une première réflexion sur l'articulation droit et devoir. Alors j'ai Isabelle Dorès en face de moi d'ATD Carmonde qui vous en parlera beaucoup mieux que moi tout à l'heure, donc je vais pas beaucoup plus loin, mais il y a évidemment quelque chose de cette nature-là qui est fondamental. La question qui se pose derrière, c'est la question des services publics. C'est-à-dire que quand on a des droits, il faut bien des espaces pour pouvoir les exercer. Or, les chiffres de non-recours aux droits, donc les droits sociaux, peut-être que je pourrais commencer par ça, pardon, c'est le droit à bénéficier de moyens de subsistance, donc c'est les minimums sociaux, qui sont effectivement des droits dont une partie de plus en plus importante de la population est privée. Et je reviens sur cette histoire de RSA. Quand on facilite le fait de couper les droits, le RSA, à des personnes parce qu'elles ne se présenteraient pas à tel ou tel rendez-vous, parce qu'elles ne feraient pas leurs heures d'activité telles que la loi le prévoit désormais, on renvoie les gens dans une misère absolue. C'est-à-dire que un des éléments de plaidoyer que porte le collectif Alerte, par exemple, depuis un certain temps, c'est d'estimer qu'il faudrait quand même qu'on s'interdise ou qu'on rende quasi impossible le fait de suspendre le RSA à des mères qui ont des enfants en bas âge. Parce qu'aujourd'hui, ce que permet la loi, ça serait potentiellement de laisser des femmes sans aucune autre ressource que ce qui relève de la totale charité, c'est-à-dire des distributions alimentaires, de l'hébergement d'urgence, enfin des choses qui ne peuvent pas accompagner des familles dans la quête d'autonomie qui est pourtant légitime. Donc, face à ça, nous, ce qu'on essaye de porter, c'est une réflexion effectivement sur le fait qu'il faut lutter d'abord contre ce qu'on appelle le non-recours au droit. Je vous donne quelques chiffres que vous connaissez peut-être, mais qui sont quand même extrêmement frappants. Le non-recours au droit, c'est le fait que des assurés sociaux, enfin des citoyens, quels qu'ils soient, ont des droits qu'ils ne vont pas exercer, et qu'ils n'exercent pas, soit parce que c'est trop compliqué de les exercer, soit parce qu'ils n'en ont même pas connaissance. On a 30%, un peu plus, enfin un tiers en grosso modo, des bénéficiaires potentiels du RSA qui n'y ont pas accès. On a un bénéficiaire potentiel du minimum vieillesse sur 2 qui n'y a pas recours. Enfin, on a des chiffres dans le non-recours au droit qui sont absolument sidérants en réalité. Et une interrogation sur comment, alors que ces chiffres-là sont connus depuis des années, enfin encore une fois, j'enfonce des portes ouvertes, pourquoi on en est encore là ? Nous, collectif Alerte, on plaide pour une systématisation et une automatisation de l'accès aux droits. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire grosso modo que, en gros, les administrations, que ce soit la CNAF, donc la Caisse nationale des allocations familiales, et les impôts, pour le dire simplement, ont connaissance de la situation des revenus, des ressources des personnes. Et donc, il y a des réformes à mener pour automatiser les versements des prestations, ou en tout cas automatiser l'information des personnes qu'elles ont droit à certaines prestations auxquelles elles n'ont pas recours, sans lesquelles, effectivement, en fait, on va continuer en permanence à constater que ce non-recours, il a des conséquences dramatique sur la capacité des gens tout simplement à survivre et à subvenir à leurs besoins et aux besoins de leurs enfants, de leur famille. Donc premier sujet, cette question-là que je voudrais vraiment vous mettre un peu à vous, parlementaires aussi, dans les mains. Comment est-ce qu'on arrive à pousser cette automatisation dans un contexte politique qui est que, je glisse ça juste comme ça, que le lien, il y a un lien qui est fait par
les gouvernements successifs ces dernières années entre cette logique d'automaticité dont ils sont assez conscients et dont ils nous disent vouloir, sur lesquels ils nous disent vouloir travailler, et le fait de fusionner, de rapprocher des allocations sociales dans des revenus universels d'activité, allocations sociales unifiées, toute une série de réformes qui pourraient être intelligentes si elles permettaient aux personnes en fait de bénéficier de l'ensemble de leurs droits, mais quand on écoute Laurent Wauquiez, son seul objectif c'est de plafonner l'ensemble des allocations sociales à 70% du SMIC. Enfin bon, c'est-à-dire grosso modo, comment est-ce qu'on arrive à porter une réforme des modalités de versement des aides sociales qui ne se traduisent pas par un capage et donc en fait une réduction des revenus. Ça, c'est quelque chose auquel on n'a pas encore de réponse. J'ai encore 2 minutes ou pas? Je ne me rends pas compte. 2 minutes, je me dépêche. Le deuxième sujet, c'est évidemment, ça va être évoqué, je pense, toute l'après-midi, comment est-ce qu'on sort de la question, enfin, de la déshumanisation des services publics, qui est une réalité dont tout le monde vous parlera. On est aujourd'hui effectivement confronté, nos usagers, les usagers que nos associations accompagnent, passent leur temps à nous raconter à quel point c'est compliqué, à quel point, sans accompagnement social, sans travailleurs sociaux qui les aident, ou sans solidarité de bénévoles, associatifs, etc., ils ne savent pas comment faire usage de leurs droits. Ça va même plus loin que ça. Moi, je vais me permettre de changer de casquette une seconde et de vous raconter ce que moi j'ai vécu il y a quelques années quand je dirigeais une association qui s'appelle France Terre d'Asile. On a assisté à la mise en place de ce qu'on appelle l'ANEF. Alors l'ANEF, ça veut dire Administration numérique des étrangers en France. Voilà, exactement. En gros, c'est la dématérialisation de la délivrance des titres de séjour. Et la dématérialisation de la délivrance des titres de séjour, ça a été pensé sans aucun dialogue avec le secteur associatif. Ça, je l'ai vécu au jour le jour de l'intérieur. Et j'ai assisté à quelque chose qui, je pense, fera écho en plus à la discussion sur la question de la perte de sens, c'est-à-dire à un système d'information pensé sans les usagers, penser aussi sans les associations, donc sans le tiers en fait qui intermédie entre les étrangers demandeurs de titres de séjour étrangers en situation régulière. Hein. Je vous parle de gens qui avaient parfaitement le droit et dont on savait qu'à la fin ils obtiendraient un titre de séjour, mais qui se retrouvaient dans l'incapacité d'obtenir leur titre et avec une notion de perte de droit réel. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé à accompagner des personnes qui étaient réfugiées, donc reconnues par l'OFPRA comme bénéficiant d'une protection internationale, donc avec un titre de séjour de 10 ans, le droit aux allocations immédiates, etc. Enfin, théoriquement, ils avaient tous leurs droits et ils avaient enfin les outils pour pouvoir trouver leur place dans la société française. Sauf que la machine numérique était tellement mal fichue que les récépissés, c'est-à-dire en fait les documents qui sont les documents qui permettent de patienter le temps que le titre soit produit, n'étaient pas renouvelés et que les personnes perdaient leur droit au RSA, perdaient leur droit à la formation, ne pouvaient pas bénéficier de l'emploi. Je ne parle même pas des difficultés d'accès au logement. Et donc en fait qu'on construisait par cette dématérialisation une précarité qui n'avait pourtant pas lieu d'être. C'est-à-dire qu'on avait des gens qui, pour le coup, avaient toute capacité à exercer leurs droits, si ce n'est l'effet de la dématérialisation. Et je parle de perte de sens parce que j'étais directrice de cette association et que moi, j'ai des salariés qui ont démissionné à cause de ça. J'ai vu des salariés me dire, ça fait 1 an que j'accompagne Monsieur X, Madame Y, on a tout fait, on a trouvé le logement, on a trouvé l'emploi, la formation, le truc, etc. Les enfants sont... Et au bout d'1 an, en fait, les papiers n'étant pas donnés, l'administration numérique conduisant à ce que la personne se retrouve en situation irrégulière pour des problèmes de mauvaise gestion des services publics, je dois tout recommencer. Et je recommence 1 fois, 2 fois, 3 fois, et à la fin, en fait, je vais chercher du travail ailleurs parce que je ne sais même plus pourquoi je suis payée. Et ça... ça peut vous paraître anecdotique, mais je pense que ça dit quelque chose d'absolument fondamental. Il y a de la maltraitance administrative vis-à-vis des usagers, ça c'est une évidence, mais il y a aussi dans la difficulté pour les associations à mener leur activité au quotidien quelque chose de complètement fou. Je voudrais juste terminer sur une dernière chose parce que Madame la députée, vous évoquiez les c'est pas les maisons de service public, mais les maisons France Service, voilà. Les maisons France Service, c'est effectivement une espèce de pis-aller qui ont été construites pour
compenser la fermeture des accueils physiques, des CAF, des CEPAM, les fermetures de bureaux de poste dans les communes rurales, etc. etc. Effectivement, c'est la traduction du fait que comme on se désengage, on se rend bien compte qu'à un moment donné, il faut compenser et on crée des espèces de rustines pour compenser. Mais les maisons France Service, c'est ce qu'on appelle du premier niveau. Et je pense que c'est important de le dire, c'est-à-dire que dans les maisons France Service, vous n'avez pas des agents de la CAF qui ont accès au système d'information de la CAF. Vous avez des gens qui sont capables d'aider les usagers à aller sur le site internet et puis à remplir, à faire des démarches extrêmement superficielles. Et je vous dis ça pour l'avoir vécu de l'intérieur quand j'ai travaillé à l'assurance maladie pendant un moment. En fait, ça ne fonctionne qu'à condition que les agents qui sont dans les maisons France Service aient les numéros de téléphone derrière des vrais agents internes de tous ces services publics-là pour résoudre les vrais problèmes. Or, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que de moins en moins, le lien est fait entre les agents des maisons France Service et les agents des CAF et autres services publics parce que tout simplement, ils sont débordés. Et donc, en réalité, les maisons France Service, c'est aussi, à mon sens, un lieu un peu enfin, comment dire, c'est un espace dans lequel on constate à quel point l'absence à la fois de back-office, mais surtout d'accueil avec des personnes qui ont compétences et accès aux outils informatiques, il n'y a pas d'interopérabilité, enfin, il y a plein de questions qui n'ont jamais été pensées. Et tout ceci, je pense, continue à éloigner nos concitoyens des services publics et évidemment, en premier lieu, les plus précaires et ceux pour qui le fait d'avoir son RSA suspendu pendant 2 mois est un drame absolu. J'ai été beaucoup trop longue, je n'ai pas du tout dit tout ce que je voulais, mais voilà, je vous remercie. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation à ce colloque qui permet effectivement de parler en tout cas des services publics à travers le prisme de la dématérialisation. Comme vous l'avez dit justement, donc moi je suis membre d'un collectif qui s'appelle Nos Services Publics, qui est un collectif en majorité d'agents publics, mais pas que, qui est ouvert aussi à toutes et tous, et qui est engagé pour défendre et promouvoir le sens du service public. En essayant de porter une vision un petit peu alternative à la vision des services publics, trop souvent prise sous le prisme un peu d'un prisme gestionnaire ou comptable, en essayant de le prendre plutôt par le prisme des besoins de la population. Et à ce titre, je donne juste une petite actu, puisque ça s'inscrit aussi parfaitement dans le colloque aujourd'hui, puisque on sort une prochaine production en novembre prochain, le prochain 3e édition du rapport sur l'état des services publics, qui traite justement de la question de l'inégalité d'accès aux services publics, notamment par le prisme des territoires. Donc et on parlera effectivement de dématérialisation, également de guichets, de présence des guichets aussi dans les territoires. Donc aujourd'hui, moi, je vais essayer dans mon intervention de manière assez synthétique de pouvoir aussi vous parler en quoi la dématérialisation en fait dégrade les services publics et nourrit aussi le non-recours. Parce que c'est un peu je reprends aussi le titre finalement un peu du colloque. Avant cela, du coup, il y a des éléments de contexte effectivement que je voudrais rappeler, notamment pour savoir de quoi on parle aussi, en essayant de transmettre quelques chiffres, notamment sur le niveau d'éloignement ou d'appropriation du numérique par la population française aujourd'hui. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on a une diffusion relativement massive des équipements et des infrastructures numériques. C'est-à-dire, si on regarde les derniers chiffres du baromètre du numérique, qui est réalisé par le CREDOC, on a 9 Français sur 10 qui sont internautes, 9 Français sur 10 qui possèdent un smartphone. Donc on se dit, bon, très bien, là, il y a une diffusion massive. On se dit, en fait, il n'y a peut-être pas de problème. Mais en fait, si, il y a des problèmes. C'est un peu plus complexe que ça. Typiquement, cette même enquête-là, le baromètre du numérique également, nous rappelle que malgré cette diffusion massive, on rencontre de réels problèmes de maîtrise et d'appropriation de cette technologie-là. Typiquement, il y a une étude de l'Agence nationale de la cohésion des territoires qui est sortie en 2023, qui rappelle en fait qu'on a à peu près dans notre société 30% de la population qui est dite plus ou moins éloignée du numérique. Là-dedans, du coup, on retrouve des gens qui ne sont pas internautes et des gens qui déclarent manquer de maîtrise pour utiliser pleinement en fait les outils informatiques et numériques, ce qui équivaut à peu près à 16 millions de personnes. Donc on est sur un ordre de grandeur en fait qui est très important ici. Pour corroborer cet élément, ce chiffre-là, toujours dans le baromètre du numérique aussi, en fait, il y a un Français sur 3 qui déclare que le numérique complique ou n'a pas d'effet sur sa vie quotidienne. Donc là aussi, en termes d'appropriation et d'impact dans la vie des gens,
cette technologie-là, ce résultat est aussi intéressant et doit nous interroger. Et enfin, dernier chiffre aussi de contexte ici, c'est que justement cet effet du numérique sur la vie quotidienne, lorsqu'on regarde ce qu'ont pu répondre les personnes, notamment peu pas diplômées, en fait, on se rend compte que en fait, c'est les 2/3 des personnes non diplômées qui déclarent que en fait, le numérique complique ou n'a pas d'effet en fait, sur la vie quotidienne. Donc là, on est face en fait, à un phénomène social, qui est celui effectivement de cet éloignement numérique, de cette difficulté à s'approprier en fait, les technologies numériques, en particulier pour les individus qui ont peu pas de capital culturel. Dit autrement, en bonne partie, du coup, les populations finalement les plus précaires de notre pays. Donc ça, c'est à la lumière en fait de ces éléments-là et de ce contexte-là, de ces chiffres-là, un premier message que je voudrais faire passer, c'est de se dire que, attention, en fait, quand on numérise quelque chose, notamment des démarches administratives, et qu'on ne présente pas d'alternative en fait en face, au regard de ce que je viens d'évoquer, on met en difficulté vraiment une bonne partie de la population et quelques millions en fait de personnes dans notre société en fait aujourd'hui, et en particulier, comme cela a été dit aussi précédemment, les populations les plus précaires. Donc ça, c'est un premier élément qui me semblait intéressant de rappeler. Mais dans le cas des démarches, de la dématérialisation des démarches administratives en ligne, ça va encore plus loin que ça, parce que c'est pas seulement une question de numérique. C'est également une question de la relation administrative en fait qui est bouleversée dans le cadre de cette numérisation-là. Du coup, je m'explique. Bon, déjà, la dématérialisation ou la numérisation des démarches, ces dernières années, ça s'est imposé un petit peu comme une norme du service public, notamment à partir du plan d'action public 2022, qui visait 100% des démarches administratives dématérialisées à horizon 2022. Donc, on a une dématérialisation, une numérisation très forte en assez peu de temps. Pour une partie de la population, ça a amélioré la relation administrative, mais notamment pour les gens qui ont plutôt un capital culturel élevé, notamment les plus diplômés de notre société. Par contre, ce que crée cette numérisation-là, cette dématérialisation-là, en fait, c'est que, en fait, elle crée et elle produit une désintermédiation de la relation entre le citoyen et l'administration. Autrement dit, en fait, l'individu est en contact direct avec l'administration, avec ses procédures, avec son vocabulaire, en étant seul chez soi, devant son écran d'ordinateur ou de smartphone, par exemple. Et en fait, cette relation directe-là, cette désintermédiation-là, via le numérique, bien sûr, elle implique pour les individus de posséder une connexion Internet, d'être équipés, enfin, ça a un certain coût, certes. Mais cette relation directe, via le numérique, ce qu'elle implique en particulier, ici, c'est qu'elle demande aux individus en fait d'être dotés d'un minimum de compétences administratives en fait, qui sont pas toujours initialement liées au numérique. C'est-à-dire que typiquement, pour savoir traduire sa situation socio-professionnelle en catégorie administrative, ça demande un certain nombre de compétences, de savoir-faire, qui est pas donné effectivement à tout le monde, et les chiffres ont été rappelés juste avant moi. Sur cette base-là, en fait, ce qu'on constate, et là encore sur les chiffres du baromètre du numérique aussi, c'est qu'on a près d'un Français sur deux qui rencontre des difficultés à réaliser des démarches administratives en ligne. Donc là, on voit que cette proportion-là, qui est très importante, en fait, elle va encore au-delà des gens qui sont éloignés du numérique, en fait. Donc c'est encore plus large, c'est encore beaucoup plus large. Et en fait, lorsqu'on demande à ces personnes-là, qui rencontrent des difficultés, donc une personne sur deux, et quand on essaie de rechercher dans le détail, on essaie d'observer le type de difficulté, en fait, ce que les gens remontent en priorité dans les principales difficultés, c'est que ces personnes-là, en fait, elles ont peur, en premier lieu, de commettre une erreur. Elles ne comprennent pas ce qu'on leur demande. Ou alors, du coup, elles trouvent que le site Internet, n'est pas très bien conçu. Et en fait, ces éléments-là, ils illustrent une problématique qui est effectivement celle de la relation administrative directe, en fait. Ce que j'évoquais tout à l'heure. Ces types de difficultés qui sont rencontrées, ils illustrent vraiment cette problématique d'une relation directe entre administration, en fait, et citoyens. Donc, ce qui se passe dans ce contexte-là, quand on est tout seul devant son écran d'ordinateur pour réaliser sa démarche, pour obtenir des droits sociaux, par exemple, c'est que finalement, on a, dans le cadre de cette numérisation-là, un transfert de charges entre l'administration
de l'administration vers l'usager, où en fait finalement on demande et on responsabilise l'usager sur le bon fonctionnement de la réalisation de la démarche. C'est ce que crée en fait cette relation directe numérisée avec l'administration. Donc à ce moment-là, on se dit effectivement, quid du droit à l'erreur, qui a beaucoup été exprimé, mais de manière effective, on ne sait pas trop ce qu'il en est. Et cet élément où les individus, notamment les personnes précaires, ont peur de commettre des erreurs, on le retrouve effectivement en particulier, une proportion qui est la plus importante dans les individus possédant des bas revenus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on peut très bien imaginer que les transferts sociaux, en fait, pour ces individus-là, représentent une source de revenus en fait importante, et la moindre erreur dans la réalisation de la démarche, en fait, c'est vraiment terrible en fait pour ces gens-là. C'est une question presque de survie en fait à ce moment-là. Donc on comprend en fait pourquoi ce motif de la peur de commettre une erreur revient de manière assez forte quand on s'intéresse de manière plus précise à ce que crée cette désintermédiation et cette relation directe numérisée avec l'administration. Et donc en fait, ce glissement-là, ce report de charge-là, quelque part, il conduit parfois à l'abandon de la démarche, ça a été évoqué avant moi, mais aussi au non-recours. Et il y a des chiffres qui ont été rappelés, typiquement sur le RSA, l'adresse rappelle qu'on est à 34% de non-recours sur le RSA. Donc on est sur des phénomènes effectivement importants. Et peut-être en conclusion de mon intervention, pour ne pas être trop long, finalement, lorsque le canal numérique représente la seule modalité valable d'accès aux services publics, ça constitue en fait finalement une rupture dans l'égalité et l'adaptabilité du service public. Alors même que c'est au service public qui a la charge et qui doit en fait s'adapter aux besoins et aux réalités des usagers. Et là, on a un petit peu l'inverse qui se passe en fait dans le cadre de la dématérialisation. Donc on a une sorte de rupture, en tout cas ici, qu'on peut constater. Donc de fait, ce qui a été évoqué aussi juste avant moi, c'est que la numérisation, pourquoi pas, elle est parfois intéressante pour une partie de la population, pour que ça facilite certaines démarches, mais on voit bien que ce n'est pas le cas du tout pour une bonne partie de la population, et notamment pour les plus précaires. Donc de fait, la numérisation, en fait, elle devrait venir qu'en complément et non en substitution de canaux en fait qui soit existaient déjà ou en tout cas qui doivent permettre ce que le défenseur des droits rappelle très bien effectivement dans ses rapports à la fois de 2019 mais également dans 2022 sur l'approche omnicanale en fait de l'accès aux services publics. Ça semble de fait fondamental en fait pour qu'on n'ait pas un contact dégradé au service public et qu'on n'alimente pas le non-recours de ce point de vue-là. Donc typiquement, il suffit en tout cas, ça plaide pour réintroduire et réinstaurer des intermédiaires, de la médiation, en fait, entre l'administration et le citoyen. Et typiquement, pour une partie de la population, en fait, cet intermédiaire-là, il ne pourra s'incarner que par une médiation humaine, en fait. Traduire sa situation, encore une fois, socio-professionnelle, en catégorie administrative, en fait, un humain, un agent en fait du service public est le mieux placé pour réaliser en fait cette remédiation là quelque part. Voilà, et donc pour conclure sur mes propos, un peu dans le sens qui a été évoqué aussi juste avant moi, c'est qu'il serait intéressant dans la démarche aussi de non-recours à ce moment-là d'essayer d'avoir un prisme un peu différent, voire même un peu d'inverser les rôles. C'est-à-dire qu'on pourrait aussi renvoyer un petit peu la responsabilité de l'administration de garantir l'effectivité des droits. En fait, c'est de sa responsabilité aussi de pouvoir garantir cet élément-là. Là où dans le terme de non-recours, parfois, on a un petit sous-entendu, une ambiguïté qui dirait que finalement, c'est parce que en fait, les individus l'ont pas demandé. Donc en fait, j'allais dire, par extension, si on tire un petit peu le fil, ça serait presque de leur faute. Donc, et ça me semble aussi un point intéressant et une approche et changer un peu le regard aussi sur ce sujet-là pour poser aussi la question de la responsabilité de l'administration sur l'effectivité des droits. Et je m'arrête là. Merci. Merci à tous les deux. Je pense que ces interventions
ont suscité des réflexions, des volontés, peut-être des questions ou des compléments. On a une petite dizaine de minutes pour pouvoir échanger avant les deux intervenants suivants. Je vous propose de me faire signe si vous souhaitez intervenir. On va essayer d'alterner femmes-hommes et vous appuyez sur la console avec le pictogramme pour qu'on puisse vous entendre. Donc je vais identifier. Bonjour, je m'appelle Eva. Je voulais vous poser une question. Donc moi, je travaille dans une entreprise de la prestation de santé à domicile. Donc, une entreprise privée, mais qui est très liée au budget de l'assurance maladie, puisque c'est complètement remboursé, c'est dans le respiratoire, donc pour les personnes qui sont dépendantes. Il y a une problématique par rapport à la dématérialisation, c'est-à-dire que nous, on a des prestataires de santé qui vont chez les patients pour installer leur appareil. Et aujourd'hui, la politique, c'est de plus en plus qu'il y ait moins de visites à domicile et que donc la majorité des visites après la première visite d'installation, ce soit des visites virtuelles. Et en l'occurrence, mon entreprise et le syndicat des PSAD, donc prestataires de santé à domicile, essaient de s'opposer à cela parce qu'on sait que chez les patients et les patientes qui sont dépendants et qui sont âgés, notamment, c'est très compliqué d'avoir un suivi correct du traitement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une vision des choses par rapport à ces petites entreprises-là qui essayent aussi d'avoir leur voix au chapitre et de dire attendez, nous on est dans le privé, mais en fait on sait dans la prestation de santé à domicile qu'en fait la dématérialisation ça ne va pas fonctionner ni pour nous l'entreprise, mais pas non plus pour les patients. Quel est votre regard par rapport à ça? Merci. Oui, bonjour. Frédéric Jésus, je suis vice-président d'une grosse association francilienne de protection de l'enfance qui s'appelle Espoir, et je voudrais compléter, à la fois approuver et compléter les propos de Delphine Rouillot sur l'ANEF, l'administration numérique des étrangers en France. Nous gérons entre autres 6 services d'accompagnement, d'accueil et d'accompagnement de mineurs non accompagnés en Île-de-France, donc et dans 5 départements différents. Ce que nous observons, c'est que les nouvelles réglementations relatives aux démarches de régularisation qu'effectuent les mineurs ou les jeunes majeurs avec l'aide de nos services sont abominablement compliquées par toutes les étapes dématérialisées, complexes, difficiles à saisir sans accompagnement éducatif ou juridique aucun, et qu'à cette occasion, nous observons une grande disparité dans les modalités d'application des circulaires ministérielles d'un département à l'autre, d'une préfecture à l'autre. Donc, je voulais dire que le tableau que vous avez dressé, non seulement est très juste, mais il est d'autant plus inquiétant et préoccupant qu'on n'a même pas de repères pour guider nos démarches. Et enfin, je voulais confirmer aussi les faits de découragement massif que ces complications entraînent auprès des professionnels qui créent avec chaque jeune des parcours d'insertion scolaire, professionnelle, résidentielle et autres, et dont beaucoup d'étapes dépendent de l'accès à une régularisation, en tout cas des récépissés, des démarches de régularisation, et tout est bloqué, tout se ferme, les jeunes se désespèrent, mais les éducateurs aussi. J'ai vu deux, oui, allez-y devant. Et ensuite le monsieur derrière. Et s'il y a d'autres personnes, n'hésitez pas, des femmes. Ah, 3. Oui, merci. Jean-Claude Boile, changer de cap, collectif changer de cap. Moi, je voudrais ajouter 2 ou 3 choses à ce qui a été dit. Je pense qu'on a un vrai problème technique, effectivement, avec la numérisation. Mais au-delà du problème technique, on a aussi un problème très politique,
parce que ce sont des choix politiques qui ont été faits. Et je pense qu'il faut qu'on mette la lutte sur ce terrain-là aussi, si on veut arriver à déboucher sur quelque chose de positif et de cohérent. Nous travaillons beaucoup avec le collectif Alerte et plein d'autres associations. Hein. Et sur les non-recours, des chiffres ont été donnés, mais il faut voir que ça représente des dizaines de milliards de prestations non fournies. À un moment où on nous dit il faut, pour des raisons de faire des économies budgétaires, de trop de dépenses publiques, etc., trouver 40 milliards d'économies dans le budget et les prestations sociales, s'il fallait rajouter les 25 ou 30 milliards de non-recours supplémentaires, vous voyez à quel niveau de déficit on arriverait, le type de propagande que l'on aurait en face de nous. Donc je pense qu'il y a aussi ça à mettre dans la balance par rapport au débat. Nous travaillons beaucoup justement sur les prestations que fournissent la CNAF. La caisse d'allocation familiale, c'est plus de la moitié de la population qui est concernée quand on prend toutes les prestations qu'elle fournit. Et nous avons dénombré plus de 30 dispositions que met en œuvre la FNAF qui ne sont pas conformes au droit, c'est-à-dire 30 non-respects de droits fondamentaux des personnes qui sont concernées par les prestations de la caisse d'allocation familiale. Et ça va du, effectivement, coupure de la prestation sans prévenir, sans donner d'explication et sans respecter le minimum du droit à vivre, jusqu'à des questions sur les données, etc. Parce que la CAF a accès à plus de 1000 données, dont les comptes en banque des gens. Et elle peut intervenir sur le compte en banque des gens. On n'a pas été jusqu'au bout de la question dans ce que ça implique. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on est en train de passer à une étape supplémentaire. Puisque avec l'intelligence artificielle, maintenant, la CAF a mis en place une pré-remplissage des CERFA, des déclarations des gens. Elle nous dit, comme ça, il y a moins de non-recours, il y a moins de contestation. 97% des gens qui reçoivent leur fiche pré-remplie ne la contestent pas. Donc les gens ne contestent plus ce qui se passe parce qu'ils n'y comprennent plus rien dans ce qu'on leur donne comme information. Et ça permet à la CAF d'élargir le spectre des gens qui sont visés par rapport à la lutte contre la fraude. Avant, il y avait un biais, une formule, nous avions utilisé la formule de la chasse aux pauvres, à savoir, avec en priorité, on visait les familles monoparentales et les étrangers non ressortissants européens. Et maintenant, avec le pré-remplissage et l'utilisation de l'intelligence artificielle, on ajoute les étudiants, on ajoute les indépendants, c'est-à-dire qu'on élargit le spectre des gens, des personnes en tant que telles qui sont en difficulté et qu'on considère comme des fraudeurs en puissance. Donc il y a là, je pense, une question à revoir beaucoup plus en profondeur. C'est pas qu'une question technique. Alors, il y a les questions techniques. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure par rapport à ce qui va être dans la deuxième table ronde avec Bouche-ta-Pref, notamment ce qui se passe à Grenoble. Mais je pense que voilà, il y a vraiment quelque chose à approfondir. Il faut qu'on arrive à travailler beaucoup plus en profondeur tous ensemble. Merci. J'ai vu encore 2 intervenants. Et puis, je vous propose ensuite, on aura la deuxième partie, la deuxième table ronde, et on aura l'occasion, je pense, de pouvoir compléter et pour que les intervenants puissent répondre. Et ensuite, on aura la deuxième partie et vous pourrez réintervenir. Thomas. L'effectivité des droits. Nous sommes ici au Sénat. Il y a quand même un coup d'État contre l'État de droit en ce moment, puisqu'on ne connaît pas les règles du jeu. Pour garantir les règles du jeu, il y a une introduction massive des circulaires dans l'administration. Et pour pouvoir garantir les droits, mais il faut connaître ces règles du jeu. Je prends un seul exemple, c'est la circulaire Rotaillot sur la naturalisation qui doit arriver normalement, une circulaire sur la naturalisation qui doit arriver, être applicable à partir du 1er janvier 2026, et on est en train de rejeter des demandes de naturalisation sur la base de cette circulaire, qui n'est pas encore... Et c'est une circulaire réglementaire. Et que donc, en marge de la loi, et beaucoup de secteurs dans le droit des étrangers
à commencer déjà par le regroupement familial, ce sont des circulaires qu'on ne connaît pas à l'avance. Et deuxième point qui me paraît majeur dans le recul de l'état de droit, c'est qu'il y a beaucoup de préfectures qui ne veulent même pas répondre quand il y a un dossier. On connaît la préfecture de l'Essonne, qui est tristement célèbre là-dessus, qui dit « je n'applique pas la règle de droit ». Autre point majeur, c'est que quand on saisit l'administration, elle ne répond pas, tout simplement. Ou les délais d'instruction sont tellement longs que c'est un déni de droit par rapport à ça. Et le plus scandaleux là-dessus, des fois aussi, c'est qu'il y a eu des réformes. Je parle également aux personnes qui connaissent les droits des étrangers. Il y a eu des barrières. Au début, quand vous n'étiez pas content, vous pouvez aller devant le tribunal administratif. Mais après, si vous allez à la cour administrative d'appel au Conseil d'État, il y a des barrières du ministère d'avocats qui remettent en cause votre droit. Et donc, on est arrivé à un système, je dirais, de code de l'indigénat, j'interpelle nos députés et sénateurs, dans lequel, pour certaines personnes, même si vous saisissez le juge, ça va prendre 4 ou 5 ans pour que ça soit jugé là-dessus. Donc, c'est une remise en cause fondamentale pour quelqu'un qui n'a rien à manger, qui n'a pas son titre de séjour. Il faut attendre 4 ou 5 ans pour que ça soit jugé. Je m'appelle Christophe Andrani. Je voulais juste revenir sur la présentation qu'a fait M. Macaluso, qui soulignait le fait qu'il manquait un intermédiaire en fait entre les gens qui demandent des prestations tout à fait justifiées et les gens du service public qui ont vraiment le pouvoir de les exécuter, et ce ne sont donc pas, a priori, de ce que j'ai compris, les gens de France Service. Ma crainte, ce serait que les responsables mettent en place rapidement une IA, comme monsieur parlait, une intelligence artificielle, soi-disant pour rendre plus humain et plus efficace l'accès de ces gens aux services publics effectifs avec soi-disant des actions concrètes. Mais ma crainte et ma question, c'est comment vous pouvez vous assurer qu'on va mettre de l'IA partout sous prétexte de remplacer l'humain, sous prétexte que l'IA sera très performante, voire plus que les humains, et que les gens qui demandent des prestations sont finalement gagnants, alors qu'on sent bien intuitivement qu'il y a un côté déshumanisant de ça, même s'il y a l'air d'être humaine. Pour moi, elle ne l'est pas. C'est une copie bizarrement correcte, mais avec beaucoup d'erreurs. Mais surtout, il y a un côté déshumanisant. Et pour moi, je crains que ce soit une excuse pour ne pas mettre du personnel humain à cet endroit justement où il en manque, et de mettre des IA partout en disant, vous voyez, c'est super, on a trouvé la solution, elle parle comme vous et moi. Je vais essayer de répondre rapidement, mais il y a plein de trucs intéressants. Juste peut-être 3 réflexions. Je ne répondrai pas sur l'IA, je laisserai Thomas à côté de moi, mais les associations, elles jouent en fait un rôle actuellement d'intermédiation entre des services publics qui disparaissent et les usagers. Et c'est une vraie, à la fois, heureusement que ça existe, heureusement qu'elles sont là, et en même temps c'est une vraie difficulté parce qu'elles subissent, je ne fais pas le tableau du secteur associatif, mais elles sont en très grande difficulté aujourd'hui, et effectivement elles se retrouvent en fait au milieu de l'absurdité administrative, et donc on en revient à ce qu'on se disait sur la question de perte de sens. Mais voilà, juste vous dire que heureusement qu'il existe un tissu associatif, certaines qui sont payées par l'État, d'autres qui sont purement bénévoles, mais on est quand même confronté à quelque chose d'un peu fou qui consiste à dire que c'est des bénévoles aujourd'hui qui font le travail de ce que faisaient les agents publics hier. Voilà. Je voudrais juste rajouter un élément sur le secteur associatif que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure. Moi, j'ai souvenir de salariés de France Terre d'Asile qui dormaient dans leur voiture. C'est-à-dire qu'on a aussi un problème. Alors, on a des conventions collectives, donc on les paye comme on peut, c'est compliqué. Et puis, quand on est sur des activités subventionnées par l'État, on ne peut pas les payer comme on le souhaiterait. Mais je veux dire, avoir aussi des travailleurs pauvres dans le secteur associatif qui accompagnent des personnes pauvres, c'est un problème en plus, c'est-à-dire qui se rajoute en réalité à toutes les difficultés que j'avais déjà évoquées. Donc voilà, vous dire que l'associatif remet de l'humain, mais que ça suffit pas. Et j'entends ce que dit tout à fait Madame dans l'exemple que vous donnez sur les PSAD. En fait, le problème, c'est que votre personne âgée dépendante, il va falloir qu'il y ait sa fille, sa voisine, qui viennent jouer le rôle d'intermédiaire. C'est-à-dire qu'en réalité, mettre du numérique ou de la dématérialisation pour des gens qui ne savent pas ou qui ne peuvent pas y avoir accès, en fait, c'est demander à de la solidarité bénévole de jouer le rôle
contrôle des dents. Voilà. Donc c'est un vrai sujet. Deuxième réaction, c'est sur la question de la fraude et des algorithmes et de comment est-ce qu'effectivement on bascule dans un univers de surcontrôle. Je ne reviens pas à ce que je vous ai dit sur l'espèce de généralisation, de la stigmatisation, de chômeurs, fraudeurs, etc. Je nuancerai un tout petit peu. Nous, on est plutôt favorable au remplissage automatique des déclarations par les CAF parce que théoriquement, c'est censé servir à faciliter l'accès au droit. Le problème, c'est l'écart entre la théorie et la pratique et donc la capacité de recours. Et effectivement, j'entends ce que vous dites sur le côté, les gens, si on leur remplit leur déclaration, ils sont déjà tellement soulagés qu'elle soit remplie qu'ils cliquent sur valider et puis qu'ils ne regardent pas si c'est vrai ou pas. Donc, c'est plus un problème, effectivement, d'information, mais dans l'absolu, il faut qu'on parvienne à une automaticité qui soit respectueuse des droits. Voilà. Et puis le troisième point, c'est sur ce que disait monsieur sur les questions d'état de droit et droits des étrangers. Moi, je partage complètement. Je voudrais juste illustrer ce que vous dites par un élément supplémentaire. Dans la loi immigration, en tout cas ce qui en est resté après la censure du Conseil constitutionnel, il y a quelque chose dont personne ne parlait parce que c'était hyper technique, sur des questions d'évolution des modalités de recours au Conseil d'État, de toute une série de personnes qui contestaient en fait les refus de séjour, etc. Bon, en fait, il y avait une réforme qui, sur le papier, était plutôt intelligente, qui avait même été portée au Sénat par des conseillers d'État de simplification du nombre de recours, contre lequel, sur le principe, nous, on n'aurait pas été opposés. Donc, on aurait pu soutenir une partie de la loi immigration. Je vous le dis avec un peu de sourire, mais parce que c'était pas con, parce que ça simplifiait aussi pour les usagers la manière de porter recours. Mais ce que Gérald Darmanin a introduit, ce qui n'était pas prévu initialement, c'est une réduction drastique des délais de recours. Et en réduisant les délais de recours qui auraient dû être de 3 semaines à 3 jours, en fait, on piétine des droits des personnes. C'est-à-dire que, grosso modo, on fait semblant de leur dire qu'ils ont une capacité de faire respecter leurs droits, mais on sait pertinemment que ça ne fonctionnera pas. Et ça, pour le coup, c'était extrêmement problématique. Et pour moi, c'est une atteinte à l'état de droit réel, parce que c'est une atteinte à la capacité effective à exercer ses droits. Donc le diable est parfois dans les détails et dans des sujets qui sont impossibles à expliquer sur un plateau télé, quoi, vous voyez. Mais voilà, on est, encore une fois, les associations, les personnes qui font du plaidoyer, qui essayent d'avoir un peu de vigilance sur ces questions-là, elles sont obligées d'essayer de rentrer dans ce niveau-là de détail, parce que sinon, effectivement, c'est exactement ce que vous décrivez derrière. On a des gens qui se retrouvent complètement marginalisés, on va dire, et qui ne peuvent pas exercer correctement leurs droits. Peut-être quelques éléments du coup aussi complémentaires pour essayer de répondre aux questions qui ont été posées. Sur la partie sur votre question du coup sur les entreprises et sur ce que je comprends, la bascule quelque part de la visite à domicile et la bascule vers peut-être de la visioconférence, ou de la consultation à distance. Du coup, j'ai pas de vision très précise moi sur le secteur de l'entreprise. C'est très bien, du coup, ce type de structure peut être aussi parmi les alliés pour faire remonter aussi ce type parfois d'aberration en fait, qu'on constate sur le terrain. Et là où je vous rejoins sur la difficulté de cette transition-là, c'est que au-delà de la partie plus technique sur le manque d'usage, d'appropriation, etc., il faut savoir que dans la non-usage du numérique aussi, il y a des aspects psychosociaux très forts en fait aussi. Il y a la peur d'utiliser cet outil technologique-là, la crainte, le manque de confiance, c'est pas pour moi. Enfin, il y a des choses en fait très humaines en fait qui se jouent dans le fait de pas utiliser le numérique dans pour certains niveaux de sa vie et en l'occurrence pour les questions de santé, par exemple, on peut comprendre que chez ces populations-là, ces aspects-là psychosociaux prennent de plus en plus de place aussi. Donc oui, c'est pas une évolution qui paraît positive dans ce cas de figure-là, malheureusement. Je rebondis du coup sur la notion de choix politique qui a été évoquée, bien sûr. Quand je parlais de numériser, mais de dire il y a des manières de numériser, de se dire que là, ça s'est fait ces dernières années à une vitesse extrêmement importante, qui c'est pas accompagné de mise à disposition viable d'alternatives. Là, la notion de choix politique dans la démarche de numérisation qui a été faite, bien sûr, elle est là, elle est présente.
Je rejoins totalement. Sur la partie un peu technologique, intelligence artificielle, algorithme, etc. Oui, quand je parlais d'intermédiaire, de remettre de l'intermédiaire entre l'administration et l'individu, je parlais bien sûr d'intermédiaire effectivement humain. Quand on regarde le type de difficultés rencontrées sur les démarches administratives, la peur de commettre une erreur, l'incompréhension et comment dire, l'état aussi psychique que ça peut mettre l'impact effectivement sur l'état psychique en fait des personnes qui ont besoin en fait aussi des droits sociaux pour vivre, pour survivre en fait. Enfin, c'est évidemment pas un intermédiaire technologique qui permettra de répondre en fait aux besoins d'accompagnement de ces populations-là. Ça, c'est une certitude. Et puis, sur l'aspect aussi, pour continuer un peu sur ce chemin, sur les algorithmes et l'intelligence artificielle aussi, c'est-à-dire, certes, du coup, c'est des très bons calculateurs de données en masse, etc. Il y a la démarche, effectivement, de pré-remplissement aussi des formulaires. Mais là où, je crois que c'est le défenseur des droits qui le rappelle, dans son rapport, justement, sur les algorithmes et services publics, qui dit, attention, parce qu'en fait, l'automatisation... en fait, dans les situations où c'est compliqué, les erreurs, le nombre d'erreurs, il peut être assez significatif. Et aller contester après un pré-remplissement, enfin une décision quelque part qui est prise, par exemple, par un algorithme, c'est très compliqué. Et il se trouve que en fait, les situations les plus compliquées en termes de droits sociaux, c'est les situations les plus précaires. C'est les personnes en fait qui changent de travail tous les mois, qui sont en intérim. C'est les changements. Enfin, ce type de situation-là en fait est extrêmement complexe. Et de se dire qu'on va adresser cette problématique auprès des gens les plus précaires via des systèmes d'automatisation, attention. Parce que l'automatisation, elle peut rencontrer de réelles difficultés face aux difficultés justement des situations réelles en fait des usagers.